Les Fussac pour continuer donc cette série de vidéos sur vraiment un voyage vers le centre de la galaxie Kolmogorov. Alors on a vu dans les vidéos précédentes qu'une des clés fondamentales du théorème de Kolmogorov, c'est la notion de nombre très irrationnel. Irrationnel ne suffit pas, on a le problème des petits diviseurs et donc il nous faut définir euh, une forme de nombre qui répond au défi des petits diviseurs, et on a parlé des nombres diophantiens. D'accord? Alors, dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est parler un petit peu des dessous du TK et théorème de Kolmogorov. Et donc, oui, on veut des nombres alpha très irrationnels et on en veut beaucoup. Irrationnel ne suffit pas, c'est le problème des petits diviseurs. Que faire? Alors, peut-être qu'on peut creuser un peu, creusons un peu pour voir plus clair. Alors, c'est un peu bizarre parce que quand on creuse, normalement, on creuse dans la terre ou quelque chose et on y voit de moins en moins clair, mais là, on devrait y voir de plus en plus clair. C'est un peu bizarre de dire creusons pour y voir plus clair. Alors là, bon, vous connaissez sans doute la blague sur les éléphants, comment mettre des éléphants dans une 2 chevaux, hein, comment en mettre 2, comment en mettre 4. Ben là, ça va pas être des éléphants dans une 2 chevaux, mais c'est un peu pareil. Ça va être des chaussettes dans une armoire. Alors, supposons qu'on ait une armoire avec 3 tiroirs et on a 4 paires de chaussettes. Vous voyez les paires de chaussettes là? Voilà. Alors, on a nos 4 paires de chaussettes et on les met dans les 3 tiroirs. Alors, évidemment, on peut bien se douter que il y aura au moins un tiroir qui contiendra 2 chaussettes. Au moins 2 chaussettes. Il existe un tiroir qui contiendra au moins 2 chaussettes, hein. Je ne dis pas comment on va les mettre, les chaussettes. On les met, peu importe. Peu importe la configuration, vous aurez toujours ce résultat. Bon, ok. Eh bien, on va utiliser ce fait tout simple. On va l'utiliser pour faire un lien avec la théorie le théorème de Kolmogorov. Et pour répondre au problème, au défi des petits diviseurs. Alors, prenons un nombre irrationnel alpha quelconque, absolument quelconque, aucune condition sur alpha. Notre armoire, ça va être A, ça va être le segment 0,1. Nos tiroirs, eh ben, on va fixer le nombre de cloisons qu'on veut finalement, hein, et on va partitionner notre armoire en tiroirs avec des segments de largeur 1 sur n. Donc le tiroir numéro J, c'est le segment qui va entre J sur n et J plus 1 sur n. D'accord? Donc on a bien, de J égale 0 à n moins 1, on a bien n tiroirs de largeur 1 sur n. Et on génère comme ça, on remplit toute notre armoire. Alors, nos chaussettes, ça va être quoi? La chaussette numéro K, ça va être la partie fractionnaire de K fois alpha. Donc, on regarde les multiples de alpha, le multiple d'ordre 0, le multiple d'ordre 1, etc. Donc, on prend K égale 0, 1, 2 jusqu'à N. Et on regarde la partie fractionnaire, c'est-à-dire qu'on ferait K alpha moins la partie entière de K alpha. Alors, clairement, hein, cette partie fractionnaire, évidemment, elle appartient à notre armoire, hein, puisque c'est entre 0 et 1. Quelle que soit la chaussette tombe dans l'armoire, c'est vrai. D'accord? Et comme les tiroirs partitionnent notre armoire, forcément, pour n'importe quelle chaussette, il y a un tiroir où la chaussette se trouve. D'accord? Quel que soit K, il existe J tel que la chaussette se trouve dans le tiroir J. Chaque chaussette est donc dans un tiroir. Mais il y a une chaussette, ou paire de chaussettes si vous préférez, de plus que de tiroirs, hein. Parce que des chaussettes, il y en a, je vous ai dit, on prend K égale 0 à N, et ça, si vous regardez, ça fait N plus un nombre. D'accord? Donc, il y a une chaussette de plus que le tiroir, et donc, par la petite astuce dont on a parlé, entre guillemets, petite astuce, forcément, il existe un tiroir qui contient 2 chaussettes. Donc, on peut trouver K1 et K2, K1 différent de K2, tel que la chaussette K1 est dans TJ et la chaussette K2 est dans le même TJ. D'accord? Ce que j'ai marqué ici. Donc voilà nos 2 chaussettes. D'accord? K1 et K2. Et elles sont dans le même tiroir de largeur 1 sur n. Donc forcément, la distance entre ces 2 chaussettes est moins grande que la distance de l'intervalle lui-même. Et donc on a CK2 moins CK1 inférieur à 1 sur n.
En remplaçant ces K2 et ces K1 par leur définition, on voit bien qu'on a K2 alpha moins K alpha moins partie entière de K2 alpha moins partie entière de K1 alpha, d'accord? Euh, voilà, qui est inférieur à 1 sur n en valeur absolue. Alors, on va appeler Q la différence Q2, K2 moins K1 et P cette différence-là. Donc, on a trouvé donc deux nombres entiers, bien entendu, tels que Q et P, tels que alpha Q moins P en valeur absolue est plus petit que 1 sur n. Alors ça applique beaucoup de choses. Donc, quel que soit n, on peut trouver des nombres entiers Pn, Qn, Qn non nul, tels que la distance entre la fraction Pn sur Qn et alpha est plus petite que 1 sur n. Donc, en particulier, quand n tend vers l'infini, évidemment, cette fraction-là tend vers alpha, puisque quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. D'accord? Alors, on peut même dire mieux, on peut dire que alpha moins p sur q est inférieur à 1 sur nq, mais, ou plutôt moins bien, si on veut juste prendre q, hein, on sait que n est minoré par q, puisque q était entre 0 et n, donc on peut remplacer n par q et obtenir une borne plus laxiste, en fait, de la distance entre alpha et la fonction, d'accord, et la fraction. Alors, montrons qu'on peut toujours choisir Qn de sorte que Qn donc, tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Bon, on va faire ça par l'absurde. Supposons que la suite Qn, la suite des nombres entiers Qn, soit bornée par un entier fini m. D'accord? Donc, quel que soit n, on est forcé d'avoir Qn plus petit que m. D'accord? Alors, ça voudrait dire qu'on peut s'arrêter à des tiroirs de largeur 1 sur m. Et donc, la seule manière d'avoir que alpha moins Pn sur Qn tendrait vers 0, ça serait que alpha soit exactement égal à 1 des PNQN. Or, on a supposé que alpha est irrationnel, donc ça, c'est absurde. Par conséquent, Qn n'est pas majoré, il tend vers l'infini. On peut toujours trouver un Qn aussi grand que l'on veut et un Pn correspondant tel que alpha moins Pn sur Qn est plus petit que 1 sur Qn carré. Donc on a montré quoi? On a montré que quand on prend un alpha irrationnel quelconque, il existe toujours une infinité de nombres PnQn qui appartiennent à z étoile, z moins 0, tel que alpha moins Pn sur Qn soit plus petit que 1 sur Qn carré. Hein, et Qn peut être choisi aussi grand qu'on veut. Alors ça c'est bien, mais c'est quand même juste un théorème d'existence. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour fabriquer ces fractions en pratique? Que valent ces fractions? Eh bien, il nous faut une méthode plus constructive. Eh ben, on va simplement utiliser les fractions continues, dont les définitions sont simples. Alpha peut être développé comme la suite x0 plus 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur, etc., où tous les xi sont entiers. Hein, et si vous regardez, essayez vous-même, c'est facile d'écrire un petit programme et de calculer. Si je vous donne un alpha irrationnel, par exemple racine de 2, hein, je vous donne un nombre, très facile de construire les nombres entiers. Donc, par exemple, x0, c'est la partie entière de alpha. Et après, vous prenez le résidu, hein, alpha moins x0, vous inversez ce résidu et vous recommencez. Vous prenez la partie entière, vous obtenez x1 et vous recommencez cette opération. Donc, finalement, alpha peut s'écrire sous une fraction, sous forme d'une forme non décimale, une forme d'entier. Alors attention, parce que les x0 et les x1, ce ne sont pas des nombres qui vont forcément de 0 à 9, hein, ce sont des entiers, hein, donc pas des chiffres nécessairement. Ils peuvent avoir plus d'un chiffre. Et on a donc un développement comme ça en fraction continue, en principe infini, d'accord, pour un irrationnel. Effectivement, si ce développement s'arrêtait, bon ben, ça voudrait dire qu'on a un rationnel. Donc le développement ne peut pas s'arrêter, d'accord? Alors, qui a trouvé le petit principe dont je vous ai parlé, l'histoire des armoires et des chaussettes? Eh ben, c'était simplement un très grand mathématicien qui s'appelle Dirichlet. Et ce principe s'appelle le principe des tiroirs de Dirichlet, PTD, on va dire, hein, pour abréger. C'est une source très astucieuse et pourtant très simple de théorème d'existence, comme je viens de vous le montrer. D'accord? Alors revenons maintenant au théorème de Kolmogorov. Vous vous rappelez peut-être que dans la vidéo précédente, on a défini les nombres diophantiens de degré R comme étant ces nombres
qui sont telles qu'il existe une constante C positive et un R plus grand que 2, plus grand ou égal à 2, tel que quelle que soit la fraction qu'on choisisse dans les rationnels avec Q positif, d'accord? Peu importe, alpha moins P sur Q est toujours plus grand que cette constante divisée par Q puissance R, d'accord? Et donc ça définit l'ensemble que j'appelle D indice R, des nombres diophantiens de degré R, d'accord? Alors la conséquence, c'est qu'on obtient une protection contre les petits diviseurs dans le sens où la valeur absolue de exponentielle de 2i pik alpha moins 1 est plus grande que kc avec ce c-là, plus divisé par k, valeur absolue de k puissance r moins 1. Ici, c'est un r moins 1. Donc on a cette protection hein, qui nous protège de 0, d'accord, avec une protection qui est exprimée en fonction du module de k, d'accord, à une certaine puissance. D'accord. Et évidemment, c'est peut-être mieux de noter D, ce degré, au lieu de R, d'accord? Donc, et puis bon, si on veut noter notre irrationnel alpha ou θ, peu importe, hein. Donc la condition, c'est ça, θ moins P sur Q, plus grand que gamma sur Q puissance D, modulo Q puissance D, d'accord? Avec Q et P premier entre eux, hein. Toujours sinon, on peut simplifier. Alors évidemment, plus D est petit, hein, meilleure est la protection, hein, puisque Q puissance D est autodénominateur. D'accord? Donc si D1 est plus petit que D2, les diophantiens de degré D1, l'ensemble des diophantiens de degré D1, il est contenu dans l'ensemble, il est plus petit que l'ensemble des diophantiens de degré D2. D'accord? Alors, jusqu'où peut-on. Donc, plus D1 est petit, plus meilleure est la protection. D'accord? Jusqu'où peut-on aller? Eh bien, juste d'après le résultat que nous venons de démontrer, hein, si on prend des plus petits que 2, ben, il n'y a pas de nombre de Fantien de degré D. D'accord? Ça, c'est exactement ce qu'on a montré plus haut. D'accord? C'est une conséquence de ce qu'on a montré plus haut. Donc l'ensemble des nombres de Fantien de degré D est vide. Hein, et pour D strictement plus petit que 2, et le mieux qu'on puisse espérer, c'est peut-être D égale 2. Ce serait le plus irrationnel possible. Alors, question, est-ce qu'on peut trouver des nombres maximalement irrationnels? Est-ce que D2 est non vide? Alors, en exercice, vous pouvez montrer que le nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2, est effectivement dans D2. Ce qui montre effectivement que D2 est non vide. Alors, vous pouvez même montrer un résultat plus fort, qui est le suivant, qui est que, quelle que soit la fraction que vous choisissiez, en Q, peu importe, d'accord, la distance entre la fraction et le nombre d'or est toujours plus grande que 1 sur racine de 5 multiplié par Q2. D'accord? Alors, si vous montrez ça, évidemment, une conséquence en particulier, ça sera que phi appartient à D2. D'accord? Donc, notre ensemble de nombres diophantiens les plus irrationnels possibles, D2, d'accord? Nombre que je pourrais appeler maximaux, maximalement irrationnels, d'accord? Il n'est pas vide, puisque phi, le nombre d'or, est maximalement irrationnel. D'accord? Alors donc, notre ensemble de nombres diophantiens D, évidemment, c'est l'union des nombres diophantiens d'un degré quelconque. Et on sait que si on fait d'après ce qu'on vient de voir, si on prend l'union sur les D positifs, ben, ce serait pareil que prendre l'union sur les D plus grand ou égal à 2, ou égaux à 2, hein, parce qu'il n'y a rien, les autres sont vides en dessous. Alors, ce qu'on aimerait peut-être montrer, c'est que D, l'ensemble des nombres de Fantia, bon, on aimerait montrer qu'il est générique, qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire montrer que le complémentaire des nombres diophantiens est un ensemble de mesures de Lebesgue nulles, donc sur l'axe réel, dans les réels. D'accord? Autrement dit, la chance de ne pas être diophantien est nulle. Hein. Eh ben, ça, je vous laisse en exercice. C'est pas très dur à démontrer. Et maintenant, on pourrait se poser la question, bon, mais dans cette graduation de D par le degré, d'accord, est-ce que de D2 est gros?
Pour l'instant, on a juste un élément qui appartient à D2, mais est-ce qu'il y en a beaucoup d'éléments est-ce qu'il y a beaucoup de réels qui tombent dans D2? Alors, on sait que D2, c'est l'ensemble des réels les plus irrationnels possibles, d'accord? Quel est donc ce mystérieux ensemble? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, un autre exercice, la réponse, c'est que D2, c'est l'ensemble des nombres dont le développement en fraction continue est borné. C'est-à-dire que X appartient à D2, c'est une caractérisation, si et seulement si il existe M appartenant à l'ensemble des entiers non nuls, tel que si le développement de X en fraction continue, c'est x0, x1, etc., d'accord? Eh bien, ce développement, tous les chiffres là sont bornés. Cette suite de nombres, cette suite infinie de nombres, en fait, n'est pas infinie, mais elle est bornée. Tous les entiers qui sont là-dedans forment un ensemble fini. Ce qui est équivalent à dire que les xi sont bornés par un certain nombre entier. D'accord? Alors, d'accord. Alors, une fois qu'on a démontré cet exercice-là, un autre exercice est le suivant. Se baser sur le résultat précédent, sur le résultat qu'on vient d'obtenir, pour montrer que la mesure de l'ensemble des deux est nulle. La mesure de Lebesgue est nulle. Donc, on n'a finalement aucune chance d'être dans D2. Donc, D2 est infiniment mince et phi, c'est un nombre exceptionnel en ce sens-là. D'accord? On tire un nombre au hasard, aucune chance de tomber dans D2. D2 a une mesure nulle. Pas de bol. Donc, on ne peut pas utiliser D2 pour prouver le théorème de Kolmogorov. Pas de bol. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va vite réparer les choses parce que, quel que soit epsilon positif, d'accord, eh ben, 2 plus epsilon fonctionne. C'est-à-dire que la mesure de Lebesgue, d'accord, des, des, des nombres diophantiens, du complément des nombres diophantiens de degré 2 plus epsilon est nul. D'accord? Donc la réparation est très facile et étudions un petit peu comment est-ce qu'on peut montrer ça. Donc, je vais vous prouver cela. Alors comment on fait? Eh bien tout simplement, on va prendre epsilon positif, n'importe quel epsilon, d'accord? Et on va construire le complément de cet ensemble des nombres diophantiens de degré 2 plus epsilon. Et on va montrer que C epsilon a une mesure nulle. Comment peut-on faire ça? Très facilement. Alors, on ne change rien en se plaçant, au lieu de regarder tous les réels, on se place simplement dans 0, 1, ce qui revient à regarder les nombres réels modulo z, d'accord? Ne pas distinguer 1.5, etc., puisque c'est que le parti irrationnel finalement qui compte, d'accord? Donc on peut se placer dans le cube unité, ça ne change rien. Alors, quel que soit Q entier non nul, d'accord, on sait qu'il y a au plus Q éléments donc, dans l'intervalle qui ont d'une nature de Q. En effet, les voilà. 0 sur Q, 1 sur Q, 2 sur Q, Q sur Q. D'accord? Donc, on ne peut pas trouver d'autres fractions que celle-là. Donc, il y en a au plus Q. Au plus une, si le nombre est non nul. Donc, on fixe gamma positif, d'accord? Et on va définir un ensemble que j'appelle C, indice epsilon gamma Q, qui est l'ensemble donc de tous les réels dans R modulo Z, tel qu'il existe un P entier plus petit que Q, tel que la distance entre θ et la fraction P sur Q soit plus petite que gamma et gamma sur module de Q puissance 2 plus epsilon. Ça, c'est notre ensemble C epsilon gamma Q. Et mu, comme toujours, c'est la longueur ou la mesure de Lebesgue dans R. D'accord? Alors, première chose, eh ben, très facilement, on peut montrer que la mesure de cet ensemble-là, elle est, elle est finie bien sûr, mais on peut la borner par une puissance de Q. D'accord? Donc, en effet, pourquoi? Parce que là, au maximum, tous ces intervalles sont disjoints, on en a au plus Q, d'accord? Donc en fait, on multiplie ce nombre-là, cette bande supérieure, par Q, cette largeur maximum par Q, d'accord? Et on obtient donc que la mesure de C epsilon gamma Q est au plus 2 fois Q fois ça,
qui est 2 gamma divisé par q. Donc on perd une puissance de q. D'accord? Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, eh ben, c'est de prendre l'union de tout. Donc on va définir C epsilon gamma, de prendre l'union sur tous les q de ces ensembles-là. Et on va simplement dire que la mesure de l'union, c'est plus petit que la somme des mesures de chaque ensemble. Et donc la mesure de cet ensemble C epsilon gamma, c'est plus petit que la somme des mesures de chacun là. Et comme la série ici converge, hein, en effet, si vous regardez la somme sur Q des 1 sur module de Q puissance 1 plus epsilon, vous reconnaissez la fonction de zeta, d'accord? La fonction de zeta où on prend R égale 1 plus epsilon. Et on sait que la fonction de zeta, elle converge pour tout R plus grand que 1, d'accord? Ça, c'est une conséquence finalement des sommes, simplement des sommes de Riemann et de la convergence de l'intégrale, hein, d'une intégrale de x puissance moins r. D'accord? Ça, c'est une façon de démontrer. Vous savez aussi que r égale 1, c'est une limite, ça correspond aux sommes harmoniques, aussi à la série harmonique. Et évidemment, la série harmonique diverge, et vous savez très bien que la série harmonique, c'est en fait, elle diffère de log n, si on s'arrête à n, par la constante de l'air. Un autre exemple célèbre, évidemment, de zeta, c'est la valeur en 2, qui vaut pi carré sur 2, c'est le problème de Bâle. Enfin, voilà. Mais vous voyez simplement qu'il y a un lien intéressant entre tout ce qu'on fait là et évidemment la fonction de zeta. D'accord? Donc, c'est encore un autre lien fascinant entre le théorème de Kolmogorov et la fonction de zeta, si on veut. D'accord? Alors là, on a donc montré que C epsilon gamma avait une mesure finie, mais plus que ça, on a montré que cette mesure était bornée par 2 fois gamma fois un nombre qui dépend de epsilon, qui est simplement la valeur de cette série, d'accord, qui est finie. OK, et maintenant on continue. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'intersection pour tous les gammas de C epsilon gamma, et ça va évidemment nous définir C epsilon. Alors évidemment, la mesure de C epsilon est nulle, puisque, puisque la limite de quand gamma tend vers 0, hein, donc je prends un gamma très petit, aussi petit que je veux, et évidemment, comme la mesure d'un de ces ensembles-là, c'est 2 gamma m d'epsilon, si je prends gamma très petit, je peux rendre ce nombre aussi petit que je veux. Donc la limite de gamma, quand gamma tend vers 0, de 2 gamma m d'epsilon, c'est bien sûr 0, parce que gamma tend vers 0, quand gamma tend vers 0, évidemment, c'est une tautologie, hein. Et donc, on a bien que la mesure de C epsilon égale 0. Et or, on reconnaît que C epsilon, c'est tout simplement, on l'a construit exactement pour être le complémentaire des nombres diophantiens de degré 2 plus epsilon. Et voilà. Donc, résultat, d'accord, eh bien, tout simplement, on a énormément de nombres qui sont diophantiens de degré 2 plus epsilon. En fait, tous, j'en prends un, la probabilité est 1 que je sois un nombre irrationnel soit diophantien de degré 2 plus epsilon, avec n'importe quel epsilon positif. D'accord? Donc maintenant, on revient au théorème de Kolmogorov. D'accord? Et il faut généraliser maintenant pour vraiment pouvoir tomber sur le théorème de Kolmogorov et appliquer toutes ces notions. Il faut maintenant généraliser la notion de nombre diophantien à celle de vecteur diophantien, hein, parce qu'on va se retrouver dans un espace de dimension n et on veut garantir, on veut se protéger des combinaisons linéaires, en fait, des conditions de résonance qui sont ces conditions-là, hein. Donc on cherche les oméga, les ensembles de fréquences, les vecteurs de fréquences oméga de notre système périodique dans le système hamiltonien de référence. D'accord? Donc, on a un mouvement parfaitement, vous vous rappelez le mouvement perpétuel, on a notre mouvement perpétuel sur un tore de dimension n, qui est caractérisé par des fréquences constantes oméga 1, oméga 2, oméga n, d'accord? Et on veut se protéger quand on va perturber notre Hamiltonien, on veut se protéger des fréquences résonantes. Ces fréquences résonantes sont toutes les fréquences oméga i telles qu'il existe un vecteur d'entier, K1, K2, Kn, ou un vecteur de rationnel, peu importe,
qui rendent cette somme nulle. D'accord? Ça, c'est les fréquences de résonance. Rappelons qu'en astronomie, ces résonances apparaissent euh, pratiquement, enfin pour beaucoup, il y a beaucoup de conditions de résonance qui apparaissent à cause de la presque commensurabilité des périodes des planètes autour du Soleil. D'accord? En particulier, bon, la première relation de résonance qui a été vraiment analysée, c'est par la place entre Jupiter et Saturne. D'accord? Une relation du type n oméga 1, 2 oméga 1 moins 5 oméga 2 égale 0. Ça, c'est pour Jupiter et Saturne. Alors, donc, on veut généraliser la notion de nombre diophantien et créer une notion de vecteur diophantien. Alors, comment le faire de manière la plus simple possible? Comment définir un vecteur diophantien de la manière la plus simple possible? Et en fait, on veut aussi que cette définition soit générique. D'accord? Donc, on va avoir beaucoup de oméga non résonants dans la, dans la définition de non-résonance qu'on va donner. Donc, quelle est la plus simple des approches pour définir notre ensemble sécuritaire oméga de fréquences non résonantes? Oméga, à définir, égale l'ensemble des oméga, donc des fréquences telles que quoi? D'accord? Donc, on va se fixer la dimension de notre système hamiltonien, n. On va donc être dans un espace, dans un tore de degré n, et on cherche donc le bon ensemble de fréquences. On veut assurer deux choses, la protection contre les dénominateurs nuls et la généricité. Donc on veut que cet ensemble de vecteurs diophantiens, le complément de cet ensemble est une mesure nulle. D'accord? Alors voilà notre définition, voilà nos candidats. On va reprendre gamma, un nombre positif ou positif, et on va définir notre ensemble oméga gamma de fréquences non résonantes, d'accord? De fréquences diophantiennes, si vous voulez. Ça va être l'ensemble des vecteurs oméga qui appartiennent à Rn. Donc, vous voyez, maintenant, on n'a plus un nombre. Ça va jouer notre rôle d'irrationnel, d'accord? De nombres assez irrationnels, d'accord? Là, ça va être des fréquences diophantiennes, telles que le module du produit scalaire, c'est une manière d'exprimer la combinaison linéaire, entre le vecteur k et le vecteur oméga, quel que soit k qu'on prenne, quel que soit le vecteur k qu'on prenne sur le réseau Zn moins l'origine, on n'a pas le droit de prendre 0, d'accord? Alors, pourvu qu'on prenne n'importe quelle fréquence non nulle, d'accord, dans le réseau, le système de fréquences non nulles, dans le réseau entier, alors ça, c'est plus grand que on est protégé de 0 par gamma sur norme de k puissance n. Donc, si vous voulez, on va prendre tout simplement la dimension de l'espace des faces, hein, comme degré. D'accord? Alors, on va définir oméga comme évidemment la réunion des oméga gamma pour tous les gamma. Alors, on va montrer maintenant que que oméga est générique, d'accord? Parce qu'on veut, on veut que ça marche on veut que les résultats du théorème de Kolmogorov soient génériques, marchent dans presque sûrement, si on veut. Et donc, il faut montrer que la mesure du complémentaire de oméga est nulle. Et là, on va se retrouver exactement dans le même genre de démonstration qu'on vient de faire. Alors, en particulier, si on prend n égale 2, on a la même chose que plus haut, mais en prenant epsilon égale 1. Et on utilise la même idée, en fait. On va construire le complément C de oméga et montrer que ce complément a une mesure nulle. Alors, pour ce faire, on va regarder la condition contraire de celle-là et on va regarder SK gamma. On va définir les SK gamma comme étant les fréquences qui obéissent à ça. Vous remarquez qu'on a maintenant renversé cette condition. D'accord? Et donc, des pans, des pans, je ne sais pas comment dire en français. En anglais, on dit slabs. En français, bon, je ne sais pas comment. C'est l'intervalle entre deux hyperplans. D'accord? Des bandes planes. Voilà.
des bandes planes d'épaisseur 2 gamma sur euh, k puissance n plus 1. D'accord? C'est ça qui apparaît. Et donc, si on regarde C maintenant, on peut le construire comme l'intersection pour les gammas positifs de ces unions-là. D'accord? On peut se restreindre au cube unité de la même façon Q, de la même façon qu'on s'était restreint au nombre donc dans R sur Z. Ici, on va regarder les nombres dans R sur Z puissance Rn sur Z puissance n. D'accord? Donc, pareil qu'avant, on montre que le volume ici de chacun de ces ensembles, il est plus petit qu'une constante C multiplié par gamma, et ça c'est parce que cette intégrale-là converge. Hein. La somme des 1 sur k puissance n plus 1, d'accord, est, est strictement inférieure à l'infini, quand on somme sur toutes les fréquences non nulles. D'accord? 1 sur norme de k puissance n plus 1. Ça converge. D'accord? Alors, étant donné qu'on a obtenu donc cette borne hein, en C gamma, d'accord, avec un C uniforme, constante uniforme, qui ne dépend pas de gamma, donc là, évidemment, forcément, la mesure de C est nulle, puisque, comme au-dessus, la limite quand gamma tend vers 0 de C gamma est bien sûr 0. Donc, on tient notre bon ensemble de fréquences oméga. On peut donc revenir au théorème de Kolmogorov et énoncer donc ce théorème de 1954 sur les tores invariants de systèmes perturbés. Et voilà l'énoncé. Donc si on se donne ρ et gamma positif, si on prend le Hamiltonien perturbé h de qp égale h de 0p plus h1 de qp, donc ça c'est la partie du Hamiltonien de référence, le système complètement intégrable, d'accord. Donc un mouvement quasi périodique sur un tore de dimension n. Si on prend H0 et H1 dans une boule d'un espace fonctionnel soigneusement choisi, hein, il faut contrôler évidemment la régularité des Hamiltoniens. D'accord? On va supposer que dans une norme bien choisie, norme de H, indice ρ est plus petite que 1. Alors, si on suppose que le modèle de référence du Hamiltonien est agréable dans le sens suivant, alors, on veut que le modèle de référence, H0, celui dont on parle, dont on part, soit un bon modèle. Alors, le bon modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire qu'en gros, la dynamique est quadratique, en gros. Donc, le polynôme de Taylor d'ordre 2 est quadratique, mais quadratique non dégénéré. C'est-à-dire que pour toutes les fréquences non résonantes de oméga gamma, rappelons qu'on a défini ça plus haut, d'accord? On veut que le Hamiltonien de référence soit de cette forme. A plus oméga p plus 1 demi de p fois cp. D'accord? Là, c'est le terme constant du développement. Là, c'est le terme de degré 1 du développement. Ça, c'est le terme de degré 2. D'accord? Et le terme de degré 2, le Hessien, si on veut, d'accord, doit être non dégénéré dans le sens, mais pour les fréquences dans oméga. D'accord? Donc, pour chaque oméga, pour tous les omégas appartenant à cet ensemble oméga, C, donc notre Hessien, doit être symétrique évidemment et inversible. Et ça va nous donner la généricité du résultat. D'accord? Alors ça, c'est les hypothèses sur notre modèle agréable, le modèle de référence. Et alors, suppose, et bon, encore une fois, ces hypothèses-là sont génériques, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne demande pas beaucoup, puisqu'on a pratiquement une probabilité de 1 que le modèle générique soit comme ça. D'accord? Donc, ces conditions-là ne sont pas du tout contraignantes. D'accord? Mais il faut quand même les vérifier. Donc, si on prenait un système de référence au hasard, ça serait vérifié. Hein. Donc, on pense c'est tout à fait un raisonnement à la Thom, hein, à la transversalité de Thom. Thom a raisonné exactement de la même manière, notamment dans sa théorie des catastrophes. D'accord? Et donc, pour avoir ça nous permet d'avoir un raisonnement universel ou quasi universel. Donc, ces conditions ne sont pas contraignantes, elles sont génériques. Et alors, on a la chose suivante, on a que
Pour tout ρ star plus petit que ρ, il existe un epsilon plus grand que 0. Epsilon dépend seulement de C et de gamma qu'on a fixé en haut, tel que si on prend donc une perturbation pas trop grande, hein, de norme, de ρ norme plus petite que epsilon, alors on peut trouver une déformation, donc une transformation symplectique phi, qui envoie la boule de rayon ρ star dans la boule de rayon ρ, hein. Alors, alors les nouvelles coordonnées QP se transforment par cette transformation symplectique en les anciennes coordonnées QP. La transformation phi transforme le hamiltonien en un nouveau hamiltonien H, qui a une forme plus agréable. Quelle forme? Mais en fait aussi une forme quadratique, bien spéciale, parce que là, on a même une forme linéaire, hein, quasi linéaire, puisque HQP, dans les nouvelles coordonnées, c'est A plus oméga P, plus un terme qui est majoré par une constante multipliée par le module de P au carré. Alors la conséquence majeure de cela, c'est que le tore P égale 0 est invariant sous le flot hamiltonien donc du gradient symplectique de H. Hein, on parle du nouveau hamiltonien. Et sur ce tore invariant, ce flot est linéaire de direction oméga. D'accord? Où oméga, c'est n'importe quel. Oméga, c'est en fait le système de fréquence de mon hamiltonien de référence. Et rappelons que ce système de fréquence doit être dans grand oméga, dans mon ensemble diophantien, de vecteurs diophantiens. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'on obtient? Finalement, on obtient exactement ça. On obtient le mouvement habituel sur un tore. Là, je regarde, je vous montre simplement le cas n égale 2, d'accord? Et donc finalement, en coordonnées déformées, tout ce qui se passe, c'est ça, voilà le flot qu'on obtient, d'accord? Alors voilà, donc j'espère que vous comprenez donc les liens qui existent entre finalement les nombres diophantiens et pourquoi elles sont la clé du théorème de Kolmogorov, d'accord? Et en bonus, on va terminer par un petit élément de bonus qui est le suivant. Donc on a vu que le théorème de Kolmogorov relie fortement la théorie des nombres, puisqu'on parle de nombres diophantiens, etc., et la mécanique, hein, puisqu'on parle d'équations du mouvement des planètes, de mécanique hamiltonienne, de déformation des systèmes hamiltoniens, etc. D'accord? Est-ce qu'on peut continuer cette relation entre le théorème de Kolmogorov et la théorie des nombres? Je dirais oui. Et voici pourquoi. En fait, il existe une autre forme du principe des tiroirs de Dirichlet, PTD, plus générale et plus géométrique. Et cette forme, elle est due à Hermann Minkowski. Alors, je vous rappelle de quoi il s'agit. En 1891, alors qu'il est encore étudiant, Hermann Minkowski découvre un nouveau lien entre la géométrie et l'arithmétique. Et c'est la naissance de ce qu'on a appelé ensuite la théorie géométrique des nombres, TGN, théorie géométrique des nombres. Et on voit bien, on sent bien dans ce qu'on a vu tout à l'heure, les chaussettes, etc., les armoires, on sent bien qu'il y a une notion métrique, mais ce n'était pas assez précis. On ne voyait pas de cadre général. Ce cadre général, bien plus agréable d'une certaine manière, bien plus puissant encore, hein, il a été dégagé par Hermann Minkowski. D'accord? Et c'est de ça que je veux vous parler. Alors, évidemment, Minkowski n'était pas tout à fait le premier, parce qu'en fait, Fermat avait déjà pensé à ce genre de choses. Et oui, si vous vous rappelez peut-être les nombres de Fermat, vous vous rappelez peut-être que Fermat s'est posé la question de savoir quand est-ce qu'un nombre entier pouvait être exprimé sous la forme de 2 carrés. Et il a mis au point une technique qu'on appelle la technique de descente infinie, d'accord? Et on s'est aperçu plus tard, peut-être que en fait, le raisonnement de Fermat contenait implicitement ces idées, d'accord? On avait la notion de nombre, on a la notion de nombre complexe et nombre complexe conjugué. Si vous prenez a plus bi, que vous multipliez par a moins bi, vous allez obtenir une somme de carrés, a carré plus b carré.
Et oui. C'est donc le modulo carré d'un nombre comme ça, c'est effectivement une somme de 2 carrés. Finalement, une autre façon de parler du théorème de Pythagore, hein. On est dans le registre du théorème de Pythagore. Donc là, on est dans le cas d'un réseau entier dans R2, d'accord? Et donc là, dans le cas de Fermat, d'accord? La réponse à cette question, quels sont les nombres qui s'expriment sous forme de... Donc on peut regarder le cas où P est premier, parce que sinon on peut toujours simplifier, d'accord? Premier impair aussi. Et donc dans ce cas, la réponse au problème de Fermat, c'est que P doit être congru à 1 modulo 4. D'accord? Donc on a un lien entre des, finalement, des concepts géométriques, hein, tels que le concept de norme d'un vecteur, hein, théorème de Pythagore, etc. Et vraiment un résultat qu'on pourrait considérer comme bizarre. P congru à 1 modulo 4. D'accord? Et c'est ça que Minkowski va permettre de généraliser considérablement, d'une manière totalement extraordinaire. D'accord? Tout simplement en projetant toutes ces idées dans la théorie finalement des corps convexes. D'accord? Donc ça, c'est la théorie géométrique des nombres. Et alors, je vais vous montrer un petit peu la puissance de cette théorie, et j'espère vous motiver à étudier la théorie géométrique des nombres par le résultat suivant. Donc, pour vous donner un avant-goût du théorème enfin de la théorie de Minkowski, je vais vous parler du théorème de Minkowski. Et si vous réfléchissez bien, vous allez voir qu'il y a un lien profond, ou évident même, même pas profond, évident, avec ce dont nous avons parlé plus haut. Alors, si je me donne un convexe C qui est équilibré dans RD, dans l'espace euclidien de dimension D, et un réseau régulier, type réseau de Bravais, donc un cristal, hein, dans la même dimension, d'accord, avec une maille fondamentale qui se répète indéfiniment, comment trouver les traces que le réseau, les points du réseau laissent dans cet ensemble convexe? C'est bien ça la question que s'est posée Minkowski. Donc, est-ce que je peux finalement éviter, hein, prendre un convexe et éviter les points du réseau? D'accord? Alors, je vais supposer que mon convexe contient 0, d'accord? L'origine, d'accord? C'est un ensemble convexe et est-ce que je peux éviter les points du réseau, tout simplement? Alors la réponse, c'est peut-être, mais je ne dois pas être aussi gros qu'un éléphant. Quelle est la taille, quelle est la taille limite de l'éléphant? Eh bien, allons-y. Théorème, Hermann-Minkowski. Prenons D dans N étoile et C un corps convexe dans RD, symétrique par rapport à 0. Donc ça, c'est ma condition d'équilibration. D'accord? Ça veut dire que si X appartient à mon corps convexe, moins X appartient aussi au corps convexe. Alors, si le volume de mon corps convexe est plus grand que 2 puissance D, alors ce corps-là contient au moins 2 points. Donc, il y a au moins une trace de 2 points. Il y a au moins 2 points qui arrivent. 2 points du réseau à coordonnées entières, donc qui appartiennent au réseau Z puissance D. Et ces 2 points sont différents de l'origine, hein. Donc là, c'est le théorème de Minkowski. Alors, je vais vous montrer l'idée de la démonstration qui est très simple. Et on va le regarder dans le cas où D égale à 2. Donc, prenons le réseau Z croix Z dans R2. Considérons la projection du corps convexe dans R2 divisé par 2Z2. Hein, donc, je regarde je prends X et Y, donc les coordonnées de mon point dans mon corps convexe, et je les projette sur leur classe modulo 2. Donc, X modulo 2, Y modulo 2. Évidemment, F, vous pouvez bien voir que F conserve la surface localement, hein, puisque tout ce qu'on fait, c'est prendre, si on prend un petit x plus dx, évidemment, l'air va être tout à fait conservé. On a une géométrie locale, hein. Cette fonction-là, elle ne déforme pas, elle est plate finalement. D'accord? Et donc l'image est contenue dans le carré, évidemment, de côté 2, puisque c'est là qu'on va, hein. On identifie tous les points modulo 2. Donc, et le carré de côté 2, donc l'image est forcément
de surface plus petite que 4, puisqu'elle est contenue dans le carré de côté 2. D'accord? Donc la mesure de l'image du corps convexe est plus petite que 4. Par ailleurs, on sait aussi que la mesure du corps convexe est plus grand que 2 puissance d, 2 au carré, c'est-à-dire que 4. D'accord? Alors, donc l'idée est très simple. L'idée, c'est de dire que tout cela ne pourrait pas être compatible avec le fait que f soit injective. Et en effet, si f était injective, alors on pourrait découper C en morceaux, d'accord, qui ne se par la fonction f, d'accord. Si vous regardez les images réciproques de tous les points, d'accord, elles seraient disjointes. Et donc, on aurait que la mesure de l'image du corps convexe est égale à la mesure du corps convexe. D'accord? Or, donc on aurait une application qui conserverait le volume. D'accord? Puisqu'on n'aurait jamais, on n'aurait jamais d'overlap et donc on pourrait reconstruire tout simplement le volume. Il y a une bijection simplement donc on aurait une bijection qui est une isométrie locale et donc on aurait une isométrie globale. Isométrie globale, donc elle conserverait le volume, mais c'est impossible, puisqu'on a vu que par hypothèse, le volume était plus grand que 4, et le volume de C est plus grand que 4, et le volume de l'image est plus petit que 4. Impossible. Donc, on en déduit que f n'est pas injective, et si vous écrivez cela, que f n'est pas injective, donc écrivez simplement la condition que f de P1 égale f de P2, et vous trouverez donc vos deux points. Vous convaincrez de l'existence de deux points hors origine dans l'intersection du corps convexe et du réseau lambda. Voilà, donc c'est la fin de cette nouvelle vidéo sur les liens entre le théorème de Kolmogorov et finalement diverses formes de la théorie des nombres.